Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast Aiming dédié à l'actualité des ressources humaines. Au cours de l'année, vous nous retrouverez sur les thématiques phares RH afin de les décrypter avec nos experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Lima, consultante risque professionnel, et Patricia Monnier, consultante en qualité de vie au travail, afin de comprendre les évolutions de la prévention des facteurs de pénibilité à la prévention des risques professionnels. Bonjour Catherine, bonjour Patricia, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous en quelques mots nous introduire un petit peu le sujet du jour et les éléments dont nous allons parler ? Oui, bonjour Joséphine, bonjour Patricia. Alors en cette fin d'année, certaines entreprises ont effectivement reçu un courrier de la CARSAT qui leur rappelait à leur bon souvenir l'obligation de négocier un accord intitulé Accord relatif à la prévention de l'exposition aux risques professionnels. Donc, notre échange de ce jour va être justement l'occasion d'évoquer le grand retour du sujet pénibilité, avec toutefois une petite subtilité qui s'est invitée sur le périmètre des risques concernés. Donc nous ferons un point sur les obligations des employeurs pour ensuite élargir le sujet sur la prévention en général du fait de l'introduction de l'indice de sinistralité dans le champ de la prévention de la pénibilité. Merci Catherine. Alors avant d'aller plus loin et afin de comprendre pourquoi les CARSAT ont en cette fin d'année rappelé à certaines entreprises leur obligation de négocier, qu'en est-il justement de cette obligation ? Donc ça nous ramène au Code du travail qui indique que depuis le 1er janvier 2019, les employeurs d'au moins 50 salariés, en dessous on n'est pas concerné, ainsi que les entreprises qui appartiennent à un groupe d'au moins 50 salariés, ont l'obligation de négocier cet accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel. Alors c'est un titre qui est assez long, mais la demande de la CARSAT est de bien indiquer ce titre-là dans les accords qui seront déposés. Mais pour aller plus simplement, on va parler donc de l'accord pénibilité qui fait référence à ce qui se passait précédemment. Donc cet accord pénibilité doit être négocié dans deux cas de figure, soit au moins 25% des salariés de l'entreprise sont exposés au-delà des seuils réglementaires, donc apparus en 2014, on y reviendra, à au moins un des facteurs de pénibilité, soit l'indice de sinistralité, cette nouvelle invitée, est supérieur à 0,25. Alors, on a évoqué l'exposition à au moins un de ces certains facteurs de risque de pénibilité. Quels sont finalement ces 10 facteurs et un rappel qui peut être sans doute utile pour bien comprendre comment s'évalue justement ce critère d'exposition? Donc très rapidement, les 10 facteurs de pénibilité qui sont apparus par décret en 2011, ça ne rajeunit pas, concernent donc des contraintes physiques marquées. Donc dans cette famille-là, on a la manutention manuelle de charge, des postures pénibles définies comme position forcée des articulations, donc des postures contraintes, et les vibrations mécaniques. Deuxième famille avec 4 facteurs, un environnement physique agressif, les agents chimiques dangereux, y compris poussière et fumée, des activités exercées en milieu hyperbare, des températures extrêmes, froid-chaud, et l'exposition au bruit. Et enfin, certains rythmes de travail, troisième famille, avec 3 facteurs, le travail de nuit dans des conditions bien reprécisées en fonction des horaires, le travail en équipe successive alternante, on verra que les seuils ont fait apparaître la notion de pour partie de travail de nuit, et donc le travail répétitif caractérisé par des travaux fait sous une certaine cadence. On va rester sur ces aspects-là. Donc, les facteurs de pénibilité, on parle de pénibilité réglementaire, ça avait beaucoup fait débat à l'époque, ce ne sont que des facteurs physiques et les facteurs psychosociaux n'y figurent pas. Alors, les employeurs qui entrent dans les deux cas de figure précités doivent donc clairement négocier un accord, mais à quel niveau va se jouer la négociation ? Donc la réglementation laisse la possibilité à l'employeur de négocier soit au niveau de l'entreprise, soit dans le cas d'une entreprise qui appartient à un groupe, de négocier au niveau du groupe. Donc là, chaque employeur a la liberté en fonction de ce qui lui paraît le plus facile ou le moins contraignant en termes de négociation. D'accord. Et au-delà de tout ce que l'on vient de voir, si j'entre bien dans la cible des entreprises concernées,
Y a-t-il un moyen d'échapper à cette obligation de négocier? Est-ce qu'il existe des dérogations pour finalement éviter de devoir me lancer dans l'exercice pas toujours aisé d'une négociation? Alors effectivement, on a vu il y avait des conditions pour entrer, pour être éligible en quelque sorte à la négociation de cet accord. Donc les entreprises de moins de 50 salariés, les groupes de moins de 50 salariés, les entreprises qui auraient un indice de sinistralité inférieur à 0,25 et celles qui ont moins de 25% de salariés concernés, voire éventuellement celles qui sont concernées mais qui seraient encore couvertes par un accord en cours de validité. On est bien sûr un accord pénibilité et pas un accord qui prend pour partie des aspects santé qui ne répondent pas à cette obligation-là. Donc ça, c'est des bonnes raisons de ne pas être concerné, non éligible. Pour les autres façons d'échapper à cette obligation-là, sachant que l'objectif n'est pas d'échapper à ces obligations, l'employeur a encore une fois une obligation quasiment de résultat en termes de prévention des risques, mais effectivement, il existe la possibilité de l'accord de branche étendu. Les entreprises peuvent être exonérées donc de l'obligation sous deux conditions qui, là, pour le coup, sont cumulatives. Soit l'effectif est compris entre au moins 50, mais moins de 300, ou alors l'entreprise appartient à un groupe avec un effectif inférieur à 300. Donc, c'est les mêmes conditions que précédemment, mais plutôt pour les petites structures, entre 50 et 300, entreprises ou groupes. Et deuxième condition cumulative, l'entreprise est déjà couverte par un accord de branche étendu, qui comprend les thèmes exigés réglementairement sur lesquels on reviendra plus loin. Donc, il existe sur le site du ministère du Travail une liste des accords de branche étendus relatifs à la pénibilité. On continue à l'appeler avec son petit surnom. C'est une liste qui n'est pas très, très remplie. Il doit y avoir à peu près une quinzaine d'accords à l'heure actuelle, avec une mise à jour pour le moment qui remonte à mars 2021. Donc on peut retrouver ces accords. C'est plutôt des petites branches, hormis le BTP, qui figure dans ces accords de branche étendus. Alors, si je rembobine le film, l'entreprise avait précédemment le choix entre accord et plan d'action. Qu'en est-il véritablement aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, tout change. Et donc, ça a changé. Effectivement, depuis les ordonnances dites Macron de septembre 2017, le dialogue social a été très clairement mis en avant et dans les relations employeurs-partenaires sociaux. Et donc, depuis le 1er janvier 2019, en matière de pénibilité, la négociation de l'accord est la seule voie envisagée. Précédemment, l'employeur avait le choix soit de négocier un accord sur un sujet qui relevait malgré tout historiquement du dialogue social, sur les conditions de travail, dont la pénibilité, soit d'un plan d'action pour éviter la négociation avec les partenaires sociaux. Donc, à l'heure actuelle, c'est accord négocié obligatoirement et c'est seulement en cas d'échec de la négociation que l'entreprise ou le groupe devra définir un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel, c'est toujours le nom officiel, après établissement d'un PV de désaccord et avis du CSE. Merci Patricia pour ces précisions. Maintenant, si on se positionne post-négociation, donc une fois l'accord négocié, que se passe-t-il ? Quelles vont être les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, cet accord ne reste pas dans l'entreprise, il est obligatoirement déposé. C'est le plan d'action qui est déposé auprès de la DRETS, donc anciennement la Directe, et donc cet accord est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Donc, le dépôt de l'accord auprès de la DRETS ne reste pas non plus confidentiel puisque la DRETS informe la CARSAT. Or, c'est la CARSAT qui notifie l'obligation de négocier en cas d'indice de sinistralité supérieur à 0,25. Et donc, la CARSAT va informer la DRETS lorsqu'une entreprise qui est tenue de conclure un accord ne l'a pas adressé à la DRETS. Donc, en fait, le circuit se referme. Les différentes instances ont la connaissance de la nécessité de déposer un accord et de la réalité ou pas de ce dépôt. Alors, mais que se passe-t-il si l'entreprise ne procède pas à toutes ces démarches ? Va-t-elle s'exposer à une sanction en cas de manquement ? Évidemment, malheureusement pour l'entreprise, puisque ne pas déposer un accord alors qu'on est tenu d'en négocier un est une infraction. Et dans ce cas-là, la réglementation prévoit que le manquement à ces obligations va entraîner une mise en demeure de la part du directeur de la DRETS et une pénalité qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale
des salariés concernés par la couverture de l'accord et sur la durée du manquement à l'obligation, à l'exigence réglementaire. Donc, on a un levier financier incontestablement. Alors, il y a donc un formalisme à respecter, mais au-delà de qui est concerné, des conditions pour négocier, du comment on va le faire, que doit-on négocier? Donc, se pose vraiment une question de fond, à mon sens, et concrètement, quel va être le contenu de l'accord relatif à la prévention de l'exposition aux risques professionnels? Alors, effectivement, le contenu de l'accord va être pour partie contraint. Sur un certain nombre de thèmes parmi un choix, et en plus, la constitution de l'accord va être assez dirigée. En fait, l'entreprise ou le groupe doit définir dans son accord négocié et le cas échéant dans son plan d'action à défaut, il doit aborder au moins 2 thèmes parmi un choix de 3 et ensuite 2 autres thèmes parmi un choix de 4. Donc ça n'a pas bougé par rapport aux péripéties réglementaires depuis 2011, l'apparition des premiers décrets. Donc l'entreprise doit choisir 2 thèmes parmi donc, les trois suivants: la réduction des polyexpositions aux facteurs de risque, l'adaptation et l'aménagement du poste de travail et ou la réduction des expositions aux facteurs de risque professionnels, étant entendu que ce sont toujours les facteurs de pénibilité dont il est question. Donc, une fois que ces 2 thèmes sont choisis, l'entreprise ou le groupe doit également choisir 2 autres thèmes parmi 4 qui sont peut-être plus à connotation RH, l'amélioration des conditions de travail et notamment sur le plan organisationnel, le développement des compétences et des qualifications en lien avec la GPEC, l'aménagement des fins de carrière et le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs, puisqu'on ne perd pas de vue que l'ensemble de cette réglementation est issue de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010. Donc, outre les mesures de prévention qui sont envisagées sur les 2+2 thématiques choisies par l'entreprise ou le groupe, l'accord devra également mentionner les modalités de suivi de la mise en œuvre effective, alors à l'aide d'objectifs chiffrés et d'indicateurs. De plus en plus, les aspects orientés sur plan d'action ou accord sont assortis de ces critères pour s'assurer de la mise en œuvre effective et du suivi par l'entreprise qui dépose en tout cas cet accord. En somme, si j'ai bien compris, Patricia, cet accord, pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces items, devra vraisemblablement reposer sur un état des lieux spécifique des facteurs de pénibilité dans l'entreprise? Effectivement, Catherine, l'accord doit reposer, c'est prévu par le Code du travail, sur un diagnostic des expositions aux facteurs de pénibilité. Donc l'entreprise devra faire cet accord, s'il n'a pas déjà eu lieu, je vais y revenir rapidement, pour identifier quels sont les facteurs de pénibilité présents, quels sont les salariés qui sont exposés à un ou plusieurs de ces facteurs de pénibilité, et en particulier au-delà des seuils réglementaires. Il est vraisemblable que les entreprises concernées ont déjà effectué un diagnostic, puisque lors des différentes refontes de cette réglementation, en 2011, il y avait un diagnostic à faire. À l'époque, il n'y avait pas de seuil réglementaire. Peut-être pas là-dessus qu'il faut s'appuyer, parce qu'on avait un peu de tout, pour dire les choses. Par contre, à partir de 2014, on a eu des seuils réglementaires d'exposition, à partir desquels le diagnostic a été un peu plus homogène entre les différentes entreprises. Donc, les seuils de pénibilité, on ne va pas les aborder à l'oral, ça serait un peu fastidieux, mais d'une manière générale, ils sont structurés de la façon suivante. Il y a une notion d'intensité, ça peut être un nombre de nuits travaillées dans les horaires de nuit, ça peut être une charge à porter, ça peut être un niveau sonore pour le bruit, et généralement une durée d'exposition ou un nombre d'occurrences qui y est associé. Alors, nous avons donc un nouvel invité qui est donc l'indice de sinistralité qui, quelque part, vient compenser la disparition des 4 facteurs de pénibilité précités. Et c'est d'ailleurs sur la base de son calcul que les entreprises sont informées par courrier de la CARSAT de l'obligation qu'elles ont de négocier un accord. Rapide rétrospective sur cet indice, mais surtout, comment se calcule-t-il finalement? Alors, l'indice de sinistralité, effectivement, est arrivé en cours de route. Il a été instauré par une ordonnance de septembre 2017
pour compenser alors, la disparition, entre guillemets, de 4 facteurs de pénibilité. Initialement, historiquement, on avait donc 10 facteurs, ceux que j'ai précédemment cités, et puis justement pour conduire les diagnostics, il s'est avéré que dans certaines situations de travail et dans certains secteurs d'activité, c'était particulièrement lourd à identifier sur les temps d'exposition à la manutention, par exemple, ou sur d'autres. Et du coup, le législateur, à partir de 2017, a scindé en quelque sorte les 10 facteurs en 2 familles. Une première famille qui suit le cours normal de la réglementation historiquement et qui sont déclarés via la DSN si les seuils sont si le salarié est exposé au-delà du seuil de pénibilité sur ce facteur en particulier. Pour rappel, les seuils de pénibilité sont des seuils d'usure. C'est des niveaux d'exposition très élevés qui peuvent entraîner une usure professionnelle prématurée et conséquente. Donc, ces 6 facteurs déclarés via la DSN servent à la définition du premier critère, les 25% de salariés exposés au-delà des seuils, qui est la première condition pour l'obligation de négocier un accord. Maintenant, les 4 autres facteurs qui ont, entre guillemets, disparu, qui sont la manutention manuelle de charge, qui était plutôt assez conséquent et difficile parfois à estimer, les postures pénibles, qui nécessitent des temps d'observation assez conséquents sur les postes de travail, les vibrations mécaniques, qui se mesurent pas toujours de manière très simple, et les agents chimiques dangereux, sont donc les 4 facteurs qui ont disparu de la déclaration via la DSN. En compensation, le législateur a donc créé l'indice de sinistralité et qui va être l'autre condition pour négocier un accord si cet indice est supérieur à 0,25. Et du coup, l'indice de sinistralité, comment se calcule-t-il ? Effectivement, donc, il est apparu en 2017. Les modalités de calcul, c'est simplement le rapport pour les 3 dernières années connues entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, donc sur des comptes employeurs qui sont définitifs. On ne prend pas en compte les accidents de trajet et donc l'effectif de la dernière année connue. Autrement dit, l'indice de sinistralité en 2021 va être la somme des sinistres, accidents de travail, maladies professionnelles des années -2, -3, -4. C'est le même périmètre que pour le calcul du taux de cotisation, rapporté à l'effectif de l'année -2. Donc en 2021, l'effectif 2019. Alors ce mode de calcul, il n'est pas anodin parce qu'il va intégrer l'ensemble des sinistres, accidents de travail, maladies professionnelles, quelle que soit la nature de risque qui en est à l'origine, et pas seulement sur des sinistres qui auraient pour origine un facteur de pénibilité. Autrement dit, en facilitant les choses pour les entreprises en termes d'appréciation des 4 facteurs qui ont été sortis de la déclaration DSN, le législateur a intégré une vision plus large de la totalité des natures de sinistres. Du coup, les différentes remarques qu'on peut y apporter, c'est que là où on était sur un diagnostic a priori des expositions à des facteurs de pénibilité, indépendamment de toute pathologie en particulier, on est passé à un indicateur, donc cet indice de sinistralité, qui repose sur une sinistralité effective a posteriori. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est donc que l'ensemble des sinistres, quelle qu'en soit la cause, sont intégrés dans ce calcul-là. Si on pousse un petit peu en termes d'illustration, une entreprise qui serait donc au-dessus de 0,25 en termes d'indice de sinistralité, mais pour lesquels on aurait la moitié d'accidents, dont l'origine serait la manutention manuelle, par exemple, mal de dos, en portant des charges, c'est un facteur de pénibilité, et pour moitié, on va avoir des chutes de plein pied qui n'ont strictement rien à voir avec de la pénibilité. Donc l'ensemble de ces sinistres va représenter un indice au-dessus de 0,25. L'entreprise va négocier un accord déposé pour 3 ans qui vont avoir pour objectif de baisser la sinistralité, enfin en tout cas de mettre en place des actions de prévention de la pénibilité selon les thématiques du plan d'action ou de l'accord. Et donc ces actions vraisemblablement vont avoir un impact sur les sinistres dont l'origine est la pénibilité. Par contre, il n'y aura pas particulièrement d'effet sur les sinistres qui seraient donc des chutes de plein pied. Ça veut dire que du coup, en invitant cet indice de sinistralité, l'entreprise doit d'une part négocier son accord et mettre en œuvre de manière effective les actions qui sont définies pour faire baisser l'exposition à la pénibilité et du coup
les sinistres dont c'est l'origine, mais en parallèle, l'entreprise ne doit pas perdre de vue qu'elle doit aussi agir sur la prévention d'une manière générale, sur les autres natures de risques, pour faire en sorte que son indice de sinistralité, qui les prend en compte, baisse également. Sinon, 3 ans plus tard, on risque de se retrouver encore avec un nombre de sinistres dont l'origine n'est pas la pénibilité, qui peut être conséquent et même éventuellement faire que l'indice est au-dessus de 0,25. Merci Patricia. En définitive, quelles conclusions pourrait-on tirer de cette évolution de la prévention de la pénibilité ? La pénibilité reste un sujet important qui est toujours à l'origine d'un certain nombre de sinistres, que ce soit accident du travail, mais également maladies professionnelles, du fait d'une usure professionnelle marquée. Ne perdons pas de vue que l'objectif principal de cette réglementation, donc issue de la loi portant réforme des retraites, était de supprimer ou réduire cette usure professionnelle dans un contexte d'allongement de la durée de travail sur une carrière professionnelle. Donc l'objectif, c'est de travailler plus longtemps en s'usant moins vite et moins fort, puisqu'à l'origine, c'était de passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Pour le salarié comme pour l'employeur, l'objectif de prévention de la pénibilité reste bien donc de limiter le nombre de maladies professionnelles, d'inaptitude, de désinsertion professionnelle, d'absence pour raison de santé, que ce soit maladie professionnelle, mais maladie ordinaire, prémisse de maladie professionnelle sur des TMS par exemple, avec tout le corollaire pour l'entreprise et pour le travailleur, désorganisation de l'activité, report de charges sur les présents, dégradation du climat social, accroissement de l'absentéisme. Donc, la mise en place de l'indice de sinistralité tente à pousser l'employeur vers une mise en action de prévention plus marquée encore, en intégrant donc des sinistres qui sortent du périmètre pénibilité. Donc, pour l'entreprise ou pour le groupe, il convient en parallèle de l'accord d'agir également donc en prévention sur les autres natures de risques que celles historiquement relevant de la pénibilité. Donc finalement, l'évolution de cette démarche de prévention de la pénibilité va plutôt vers une évolution de prévention des risques professionnels d'une manière plus générale. D'ailleurs, c'est la tendance actuelle. La loi du 2 août de 2021, donc, qui renforce la prévention en santé au travail, aborde différents sujets, dont entre autres le document unique. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, sur le fond, il n'y a rien de nouveau. Mais le législateur insiste tout particulièrement sur le PAPRI Pacte, donc le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, en imposant des éléments de contenu visant à assurer la mise en œuvre effective des mesures de prévention qui y figurent. À l'heure actuelle, ou dorénavant plutôt, le plan d'action issu de l'évaluation, qui était déjà un passage obligé par les précédentes réglementations, est maintenant très clairement précisé, non plus par une circulaire, mais par la loi. Et donc, le plan d'action doit faire figurer les mesures de prévention avec la liste des actions, les conditions d'exécution, les indicateurs de résultats, une estimation du coût, les ressources mobilisées et un calendrier de mise en œuvre. D'un peu de la même façon, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs dans l'accord de pénibilité. Tout est fait donc pour engager les employeurs sur une véritable démarche de prévention et rendre la mise en action concrète, opérationnelle et effective. Le plan santé au travail qui vient d'être diffusé sur ce début d'année, donc pour les orientations 2021-2025, confirme également la priorité donnée à la prévention, voire à la QVT et même à la QVCT, d'après l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020. Il soutient les politiques de prévention qui visent à améliorer la santé des travailleurs, à réduire la sinistralité, ce qui est aussi l'objet de l'indice de sinistralité, assurer le maintien en emploi des salariés, c'est l'objet de la pénibilité, et à terme, donc, améliorer la performance économique et sociale des entreprises, qui est aussi un des leviers de la QVT. Et on pourrait presque parier que les 4 facteurs de risque professionnel qui, entre guillemets, sont sortis spécifiquement pour eux-mêmes de la liste des facteurs de pénibilité soient l'objet d'attention particulière quant à leur prévention dans un avenir assez proche. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci Patricia, merci Catherine à toutes les deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur le sujet de l'indice de sinistralité et beaucoup plus largement de la prévention au travail. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cet épisode et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode d'un podcast Hemming.